L'homme en noir. À chaque rafale de vent, l'hiver décochait ses rigueurs, flèches de glace qui s'irradiaient dans toutes les directions. David releva le col de son blouson avant d'accélérer le pas. Le train venait de s'immobiliser et déversait son flot de voyageurs. Sur le quai bondé, ceux qui descendaient à Paris croisaient ceux qui montaient vers le nord de la France. David était de ceux-là. Il s'arrêta devant la voiture 19, attendant patiemment que les passagers finissent d'en sortir. Une jeune femme encombrée d'une poussette et de 2 valises, une grand-mère essoufflée, un peu paniquée. David soupira, pressé de se mettre à l'abri du froid. Un couple avec 2 enfants quitta la rame, puis un homme. Le choc fut terrible. Pire qu'un coup de poing dans le ventre, un coup de poignard dans le cœur. La respiration coupée, David regarda la silhouette drapée dans un manteau noir s'éloigner sur le quai, ne se rendant même pas compte que les gens le bousculaient pour se frayer un passage vers le train. Ce train qu'il ne prendrait pas. Parce que l'homme en était descendu quelques secondes plus tôt. Parce que David venait de retrouver par hasard celui qu'il cherchait depuis si longtemps. À plusieurs reprises déjà, il avait cru le reconnaître dans la foule, l'apercevoir au détour d'un chemin de campagne ou marchant sur un trottoir anonyme. Mais aujourd'hui, aucun doute, c'était bien lui. David fut saisi d'une sorte de vertige, et sa vue se brouilla tandis que la silhouette s'évanouissait dans la multitude de corps en mouvement. Ne pas le perdre, ne pas laisser passer sa chance. David s'élança, à contre-courant du long fleuve humain, jouant de ses larges épaules pour ne pas se faire distancer. L'occasion ne se présenterait plus, il le savait. Tant d'années à espérer cette rencontre, cette confrontation, ce duel à mort. L'heure était enfin venue. Il irradiait de lui tant de haine que beaucoup se retournèrent sur son passage. Ses yeux couleur assassin ne les voyaient pas. Fixés sur une cible et une seule, l'homme au manteau noir qui marchait 30 mètres devant lui. Un peu engourdi, tapi au fond de lui depuis si longtemps mais qui ne demandait qu'à être réveillé, la haine le submergeait un peu plus à chaque pas. La peur aussi, le désarroi, l'angoisse. Une explosion d'émotions mêlées qui aurait pu lui faire perdre connaissance. Mais il était debout et avançait. Que vais-je faire lorsque nous serons face à face, lorsque mes yeux se planteront dans les siens? Il ne savait plus vraiment, seulement qu'il ne devait pas ralentir, pas abandonner. Surtout, ne pas pardonner. Ils quittèrent tous les 2 la gare, se retrouvèrent au milieu d'une large place, sous un ciel menaçant. Quelques secondes plus tard, David se rendit compte qu'il pleurait. Ce n'était pas le froid cinglant, pas seulement. Il chassa ses larmes d'un geste brusque, resserra les pans de son blouson et mit sur sa tête la capuche du sweat qu'il portait sous son cuir. Il vivait son rêve et son cauchemar à la même seconde. Son cauchemar, c'était cet homme, celui qui marchait devant lui, sans se douter de rien. Son rêve, c'était de l'avoir à sa portée. Enfin, après une si longue attente, une si longue souffrance. 3 minutes plus tard, l'homme se cala sous un abribus, à côté d'une adolescente occupée à tweeter sur son smartphone. David s'arrêta sur le même trottoir sans quitter le manteau noir des yeux. Il avait du mal à respirer, asphyxié par la violence de ses sentiments. Il avait envie de hurler, de frapper, de tuer. Lui d'habitude si calme, si posé, si discret. Personne, jamais, ne lui avait connu ce visage. Pas même l'homme qui attendait le bus. Cet homme qui avait vieilli, dont les épaules s'étaient légèrement voûtées, dont l'ovale du visage s'était légèrement affaissé. Cet homme à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Un homme banal, auquel personne ne prêtait attention. Personne, sauf David qui continuait à le fixer. Il va bien finir par me remarquer, par tourner la tête vers moi, par croiser mon regard. Va-t-il me reconnaître aussi sûrement que je l'ai reconnu?
J'ai forcément changé plus que lui. J'étais un enfant. Je n'avais même pas 8 ans quand... Même pas 8 ans. Espèce de salaud. Aujourd'hui, j'en ai 28. Je mesure plus d'1,80 m et j'ai une barbe de 3 jours. Mais le regard, ça ne change jamais. Ça ne peut pas s'oublier. Je suis devenu un homme. J'ai réussi à reconstruire quelque chose sur les cendres que tu as laissées derrière toi. J'ai ressuscité après que tu m'as tué. Je suis en vie, et toi, tu vas mourir. De sa colonne vertébrale irradiaient de terribles élancements. Cela faisait trop longtemps qu'il était debout, immobile dans ce froid glacial. Douleur habituelle, ennemi fidèle depuis son enfance, depuis que son chemin avait croisé celui de l'homme qui patientait sous l'abribus. Pour ces années de douleur, tu vas payer. Pour les immondes traces de scalpel que notre rencontre a laissées sur ma peau. Pour les mois que j'ai passés sur un lit d'hôpital. Tout cela, j'aurais peut-être pu te le pardonner. Mais le pire de tes crimes, je ne peux l'effacer. Et pour lui, tu vas payer. Le bus arriva, l'homme s'engouffra à l'intérieur. David laissa passer quelques personnes et grimpa à son tour dans le véhicule. Il tendit un billet de 5 € au chauffeur, épiant l'homme qui s'installait vers le milieu du bus. Lui préféra s'asseoir au fond, sur la dernière banquette. De là, il garda les yeux posés sur la nuque et les épaules de son bourreau. Non, aujourd'hui, le bourreau, ce serait lui. Aujourd'hui, les rôles allaient s'inverser. L'homme prit sa valise et descendit une dizaine d'arrêts plus loin. David sur ses talons. Il marcha un peu sur le boulevard avant de s'engager dans une petite rue sans âme. David avait repris ses distances, l'homme ne s'apercevant toujours de rien. Si tu te sentais coupable, tu regarderais derrière toi. Si tu avais des remords, fils de pute, tu te retournerais. Mais non, tu ne vois rien. Tu ne soupçonnes rien. L'homme s'arrêta enfin devant l'entrée d'un immeuble gris d'une laideur ordinaire. Il tapa le code et poussa la lourde porte. David, planqué derrière une fourgonnette, se précipita avant qu'elle ne se referme. En pénétrant dans le hall, il se retrouva juste à côté de sa cible. L'homme était en train de prendre le courrier dans sa boîte aux lettres. David fila droit jusqu'à l'ascenseur, tête baissée sous sa capuche. Il cacha ses mains tremblantes de fureur au fond des poches de son blouson au moment où l'homme le rejoignait. Ils patientèrent quelques secondes, puis l'ascenseur arriva enfin. Quel étage? Cette voix fit à David l'effet d'un électrochoc. Cette voix qui hantait ses cauchemars. Ses atroces cauchemars. Dernier. Dernier étage, dernier jour, dernière minute. L'homme appuya sur le bouton 3, puis le 7. L'ascension ne dura que quelques secondes. Quelques secondes d'une infernale promiscuité. L'ascenseur était si exigu que leurs épaules se frôlaient. David reconnut son odeur, son parfum fort et écœurant. Cette fragrance faisait ressurgir les souvenirs, cruels, les images, abominables. Madeleine de Proust démoniaque. David se força à fixer ses pieds pour ne pas trop attirer l'attention. Ce n'était pas le moment, pas l'endroit. Il lui fallait encore un peu de patience. Il avait attendu si longtemps. Quelques minutes n'étaient rien. Rien qu'un sursis. Pour toi, espèce d'ordure. David dépassait l'homme d'une tête. Lui qui l'imaginait si grand, si fort, qui se remémorait un colosse alors qu'il n'en était rien. La peur, sans doute, avait déformé sa vision. Le temps qui passe aussi, bien sûr. Bonne journée, marmonna l'homme en quittant la cabine. Les portes se refermèrent. David se retint de hurler. Le vieil ascenseur peina jusqu'au 7e étage et le jeune homme sortit en trombe. Il tomba nez à nez avec une femme, aussi surprise que lui. David la bouscula avant de s'élancer dans l'escalier. Il redescendit les 4 étages en courant et s'arrêta au 3e. 2 portes. Mais l'homme au manteau noir était parti sur la gauche. David en était certain. Avant d'appuyer sur la sonnette, il inspira profondément. Je devrais peut-être appeler les flics.
Ses mains tremblaient. Elle n'était pas faite pour tuer, pas faite pour rendre la justice, si longtemps bafouée. Mais le crime remontait à tant d'années. Il était prescrit aujourd'hui. Alors, il devait accomplir seul sa tâche. Sa main hésita encore, puis, enfin, il posa son doigt sur la sonnette. Juste en dessous du nom, sur la petite plaque en plastique, il découvrit enfin l'identité de celui qui avait détruit sa vie. Monsieur Innocenti. Le comble, l'ironie du sort. La porte s'ouvrit quelques secondes plus tard. Oui. David resta immobile sur le palier, les poings serrés, la respiration courte. Ses yeux agrafèrent ceux de l'homme. C'est pourquoi, s'impatienta Innocenti. Tu ne me reconnais pas, gronda une voix d'outre-tombe. Pardon? David le poussa si violemment qu'il fut projeté contre l'armoire à glace qui décorait l'entrée. Le miroir se fissura. Innocenti s'écroula, inconscient. David referma la porte à double tour et attrapa l'homme sous les aisselles. Il le traîna ainsi jusque dans la pièce principale de l'appartement, une salle à manger lugubre. Il laissa tomber le corps sur le sol, reprit son souffle. C'est alors qu'il vit du sang s'échapper de l'arrière du crâne d'Innocenti. Ça lui rappela le sang qui avait coulé d'un autre crâne, des années auparavant. Ses mains tremblaient encore, ses jambes aussi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il s'assit dans le canapé, fixant l'homme évanoui à ses pieds. Un visage laid, torturé, avec un front large et des lèvres minces. Qu'est-ce que je suis en train de faire, putain? Ce qui doit être fait, et rien d'autre. Trop tard pour renoncer. De toute façon, il n'en avait pas le droit. David se releva et commença à farfouiller Innocenti pour s'assurer qu'il n'était pas armé. Puis il se dirigea vers le téléphone, en arracha le fil. Il récupéra aussi un câble de branchement du vieil ordinateur qui trônait sur une petite table bancale dans un coin de la pièce. L'homme à terre poussa une sorte de râle avant d'ouvrir les yeux et de porter une main à son crâne. « Ça fait mal, hein, connard !» vociféra David. Innocenti tourna les yeux vers le jeune homme et une évidente terreur s'empara de lui. « Allez, debout, espèce de lâche !»« Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» pleurnicha l'homme en essayant de se redresser. « Si vous voulez de l'argent, je peux... »« Rien à foutre de ton blé !» hurla David, en l'empoignant par son pull pour le remettre sur ses pieds. « J'en veux pas de ton fric. Je veux juste te faire la peau. »« Arrêtez, je vous en prie, je vous ai rien fait. »« Vraiment ?» reprit David. « T'as oublié mon visage ? Moi pas. » L'homme resta sans voix, n'essaya même pas de se débattre, trop terrifié sans doute pour faire le moindre mouvement. Ses yeux scrutèrent le visage de son agresseur, à la recherche du moindre souvenir, du moindre espoir. Une féroce détermination irradiait de tout son être, et particulièrement de son regard. Rien ne l'arrêterait. « Vous faites erreur, » murmura Innocenti. « Je ne vous connais pas. » « Je vais te rafraîchir la mémoire, tu peux me croire, et tu vas me demander pardon avant de crever. » Il força l'homme à s'asseoir dans un vieux Voltaire, et utilisa les deux câbles pour lui attacher les poignets aux accoudoirs du fauteuil. « Maintenant, on va pouvoir causer tranquillement, » murmura-t-il. David attrapa une chaise et s'assit en face de son ancien bourreau. « Avril 1994, » dit-il simplement. « Tu te souviens, maintenant ?» L'homme sembla rassembler ses souvenirs, puis nia d'un signe de la tête. « Je saigne, je suis blessé. »« Ta gueule. Avril 94, essaie de te rappeler, fais un effort. »« Je ne sais pas, je ne me souviens pas de vous, je... »« Le 12 avril 1994 !» hurla David. « Moi, c'est une date que je ne risque pas d'oublier. Et tu sais parfaitement pourquoi. Alors arrête de me faire croire que t'as un trou de mémoire, espèce d'enfoiré !»« Je ne vois pas de quoi vous parlez, » s'entêta Innocenti. « Je ne comprends rien. » David lui décocha un coup de talon dans le genou gauche qui craqua sous le choc. L'homme poussa un bref hurlement. « Le 12 avril 1994, vers 16 heures, continua David. «
Tu t'es arrêté devant une petite maison, à Beauval. Beauval? Mais je ne sais même pas où c'est, prétendit l'homme en pleurnichant. T'étais à bord d'une Renault grise. Je n'ai jamais eu de Renault. Tu t'es arrêté devant la maison, ma maison. T'as poussé le portail. T'as sorti un flingue de ta poche. Et t'as tiré sur un homme. Tu te souviens maintenant? Innocenti ferma les yeux. Bien sûr que tu te souviens, enragea David. Un assassinat, c'est pas le genre de truc qu'on peut oublier facilement. L'homme que t'as tué, c'était... Sa gorge était tellement nouée qu'il eut du mal à terminer sa phrase. C'était mon père, parvint-il à dire. Mais je vous assure que... Innocenti reçut un coup de poing en pleine figure. Le cartilage de son nez se brisa net. T'as buté mon père, murmura David en approchant son visage du sien. Les flics m'ont dit que cet assassinat était sans doute l'œuvre d'un déséquilibré. Mais moi, je veux que tu me dises pourquoi t'as abattu mon père sous mes yeux. Je veux que tu me le dises avant de crever. Est-ce que t'es un déséquilibré, connard? C'est pas moi, clama Innocenti. Du sang jaillissait désormais de sa narine droite en un flot continu. Vous faites erreur, je suis blessé, il faut appeler les secours, je vous en prie. Un deuxième coup de poing, plus violent encore que le premier, lui coupa la parole. Appeler les secours? David partit d'un rire nerveux, presque incontrôlable. Innocenti avait du mal à respirer. La panique l'étouffait. Il secoua simplement la tête, comme pour nier l'effet accablant. Ce jour-là, j'ai vu ta sale gueule, et je peux te jurer qu'elle s'est gravée dans ma mémoire. J'ai entendu ta voix aussi, quand t'as dit que c'était à mon tour de mourir. Je crois même que tu t'es marré. Tu rigoles moins aujourd'hui, hein? Vous vous trompez, murmura l'homme. Vous vous trompez de personne, je vous assure. J'ai vu ton visage, j'ai entendu ta voix, j'ai même senti ton odeur écœurante. Après le rire, les larmes. David attrapa l'homme par les épaules et le secoua aussi fort qu'il put. En me sauvant, je suis tombé et je me suis brisé la colonne vertébrale. J'ai passé la nuit à agoniser dans un fossé, hurla-t-il. Quand on m'a récupéré, j'étais quasiment mort, moi aussi. Arrêtez, je vous en supplie. Ça ne peut pas être moi, je vous le jure. Écoutez-moi, je vous en prie. J'étais pas là-bas à cette époque, j'étais... David serra soudain ses mains autour du cou d'Innocenti. L'homme tenta de le repousser à l'aide de ses jambes, mais David était possédé par une telle rage que rien ne pouvait le faire lâcher. Il serrait de plus en plus fort, pleurait de plus en plus. Le crime dura de longues secondes, plusieurs minutes. Les yeux d'Innocenti se révulsaient. Il ouvrait grand la bouche pour trouver de l'air. Puis, il sombra. Les ténèbres dans lesquelles Innocenti plongeait lentement s'irradièrent soudain. Une vive lumière blanche naquit du néant et chassa l'obscurité. Ce fut la dernière chose qu'il vit. David desserra ses mains et recula précipitamment. Lui aussi avait le souffle coupé. Je l'ai tué. Papa, je l'ai buté, ce salaud. Il se remit à pleurer et resta de longues minutes, bras ballants, face à son crime. Tu l'as mérité, murmura-t-il au cadavre. Tu l'as mérité. Les souvenirs affluèrent, violents et précis. David ferma les yeux. Une belle fin d'après-midi. David se tient sur le perron de la maison. Son père est dans le jardin. « Papa, tu joues avec moi ?» C'est alors qu'une grosse voiture grise stoppe devant le portail. C'est alors que surgit l'homme au manteau noir. Il s'introduit dans le jardin, comme s'il venait rendre une amicale visite. Il sort de sa poche un petit pistolet. Le bruit est assourdissant. Le père de David s'écroule, une balle en plein front. Tout va à une vitesse folle. L'homme au manteau noir s'approche pour vérifier que le père de David est bien mort. Puis, il fixe longuement le garçon tétanisé au fond des yeux. David se précipite vers l'assassin, lui donne des coups de pied, des coups de poing. « Tu perds ton temps », lui dit l'homme en rigolant. Il a une voix très grave, un parfum très fort. « Tu vas mourir, toi aussi. C'est ton tour maintenant. » Alors David s'enfuit. Il escalade la clôture, s'écorche la peau aux lames effilées d'un buisson d'aubépine. Malgré les sanglots,
Malgré la peur, il court à en perdre haleine jusqu'à la rivière toute proche. Parfois, il se retourne pour voir si l'homme en noir l'a suivi. Il s'engage sur le vieux pont, décide de se réfugier en dessous. C'est là qu'il se cachait lorsqu'il jouait avec son père. Il descend la berge escarpée, sa cheville se tord, la chute est brutale, il sent ses os se rompre. Lorsque David se réveille, il est dans une chambre d'hôpital. Il y restera près de 4 mois. Une vertèbre et les 2 jambes fracturées. Aux policiers qui viennent l'interroger, il raconte. L'homme en noir, le pistolet. L'enquête durera longtemps, mais n'aboutira jamais. David rouvrit les yeux sur l'effrayant cadavre. Il tenta de reprendre ses esprits. Je viens de tuer un homme. Non, de l'assassiner. Perpétuité. Il observa le décor autour de lui, hagard. Il avait laissé des empreintes un peu partout. Ils allaient retrouver sa trace. Sans parler de la jeune femme qu'il avait vue sortir de l'ascenseur, et peut-être qu'un voisin avait entendu les bruits de lutte, les hurlements d'Innocenti. Peut-être que les flics étaient déjà en route. Il entendit alors la voix de son père. Ils comprendront, ne t'inquiète pas. Ils comprendront pourquoi tu as fait ça. Tu n'iras pas en prison. David secoua la tête. Je n'irai pas en tôle à cause de toi, espèce de fumier. Il ne pouvait plus regarder le corps de sa victime, défiguré par le manque d'oxygène. Une abomination. Il courut jusqu'à la cuisine, chercha un torchon et commença à essuyer tout ce qu'il avait pu toucher dans l'appartement. Il passa dans l'entrée pour nettoyer la poignée de la porte, et c'est alors qu'il remarqua la photo dans le cadre doré. Innocenti, plus jeune, entouré de 2 autres hommes, tous 3 habillés en pseudo-explorateurs au milieu de la jungle. Et cette légende? Voyage en Birmanie, février à juin 1994. La douleur explosa dans son ventre avant d'irradier chacun de ses membres. David fixa la photo de longues minutes durant. Puis, il eut le courage de tourner la tête vers le cadavre qui gisait dans le fauteuil. « Ce n'était pas toi », murmura-t-il. « Mais dans chaque guerre, il y a des innocents qui meurent. » David termina de faire disparaître ses empreintes, récupéra les clés et ferma l'appartement avant de quitter l'immeuble le plus discrètement possible. Dehors, le froid semblait plus vif encore. David reprit le chemin de la gare, songeant qu'il lui faudrait débourser 10 € pour échanger son billet afin de prendre le prochain train en direction de Lille. Il habitait toujours près de Beauval, dans la maison de son défunt père. Sa mère était morte alors qu'il n'avait que 3 ans. Il ne se souvenait pas d'elle. Il marchait vite, comme pour s'éloigner de son crime, de l'innocent qu'il venait de sacrifier sur l'autel de sa vengeance. Le coupable était toujours en vie, toujours libre. « Un jour, je te retrouverai et je te tuerai », murmura David. « Mais je ne commettrai pas les mêmes erreurs la prochaine fois. » Une puissante rafale de blizzard emporta ces mots au bout de la rue. Une belle fin d'après-midi. David se tient sur le perron de la maison. Son père est dans le jardin. « Papa, tu joues avec moi ?» Son père tourne la tête et son visage se crispe. David sait qu'il n'a pas le droit de le toucher, mais l'autre jour, il a vu son père le montrer à un ami, et n'a pas tardé à découvrir où il était caché, tout en haut d'un placard. Le Cobra Derringer 9 mm, une arme de poche qui ressemble à un jouet. « Papa, tu joues avec moi ?» « Donne-moi ce pistolet », ordonne son père en s'approchant doucement. David se prend pour un flic, un justicier, un cow-boy. Il arme le chien, fait semblant de tirer. « David, donne-moi ça !» répète son père. L'enfant rigole et s'amuse à viser son père. « Pan, pan !» Pan. Le coup est parti tout seul. Le bruit est assourdissant. Le père de David s'écroule, une balle en plein front. Tout va à une vitesse folle. « Papa !» David s'approche, essaie de secouer son père. Il a les yeux ouverts encore, mais il ne réagit plus. Alors David s'enfuit, pris de panique. Il voudrait disparaître. Il escalade la clôture, s'écorche la peau aux lames effilées d'un buisson d'aubépine. Malgré les sanglots, malgré la peur,
Il court à en perdre haleine jusqu'à la rivière toute proche. Il balance le pistolet dans les eaux profondes et sombres, là où on ne pourra jamais le retrouver. Puis il s'engage sur le vieux pont et décide de se réfugier en dessous. C'est là qu'il se cachait lorsqu'il jouait avec son père, ce père qu'il vient de tuer. Se cacher pour oublier, pour qu'on ne le retrouve jamais, qu'on ne sache jamais ce qu'il a fait. Il descend la berge escarpée, sa cheville se tord. La chute est brutale. Il sent ses os se rompre.